a priori, qui est-ce qui parierait sur un journaliste héros de roman au XXIe siècle? Je veux dire, ça le faisait, comme on dit dans les années 70 ou 80, depuis très longtemps. C'est un métier qui n'a plus cette dimension d'héroïsme. Et puis tout d'un coup, dans ma vie professionnelle de journaliste d'investigation pour le soir, je me suis rendu compte que je passais à travers une zone romanesque, avec des personnages romanesques, qu'il y avait des dynamiques humaines, qu'il y avait bien sûr des chiffres, des documents, des tas d'enjeux sécuritaires, des enjeux de dignité de l'homme, des combats à mener, mais qu'il y avait aussi des journalistes, des consoeurs, des confrères qui se battaient, qui essayaient de se démener dans la vraie vie, qui essayaient de ne pas tomber dans un burn-out, et puis qui vivaient parfois des rencontres, de grandes histoires d'amour, des drames. Et je me suis dit, tiens, là, il y a la matière d'un roman. Donc, c'est pas du tout un livre à clé, c'est pas du tout un livre brûlot, étendard, ou une enquête secrète. Je n'ai pas de compte à régler, ou je n'ai pas de grandes révélations cachées à faire. Par contre, je me suis rendu compte qu'il était absolument injuste que nous, romanciers, on ne se saisisse pas de cette réalité des grandes enquêtes internationales qui ont un potentiel d'héroïne et de héros absolument, pour moi, incroyable. Votre livre, c'est aussi un voyage, puisqu'on passe de Molenbeek au sud Kivu, on passe par la France, Paris, le sud. Il n'y a pas de frontières. Le monde est petit pour la corruption. C'est le monde dans lequel je vis. De roman en roman, moi, j'essaie d'amener mes lecteurs à aller découvrir des endroits très loin dans le monde, dont on parle parfois dans les médias de manière dramatique, mais même au cœur du drame, il y a toujours de belles histoires à aller chercher. La difficulté que moi j'avais éprouvée lorsque j'étais correspondant de guerre était de faire passer dans des articles très courts des histoires humaines très puissantes qui se passaient au bout du monde. Il y a d'abord la puissance de l'histoire, et puis il y a le contexte culturel, il y a le contexte économique, social, qui est parfois très très compliqué à expliquer. Et donc c'est un plaisir à replonger le lecteur dans des romans qui peuvent faire abstraction de détails qui souvent alourdissent le réel, pour les emmener dans des parcours qui ne sont pas évidemment de la réalité. On est dans de la fiction, mais de la fiction vraisemblable, où on respecte l'expérience des déplacements, de l'odeur, du danger, de la texture, du goût, enfin de beaucoup de sensorialité que j'aime à restituer. Et c'est une manière aussi de proposer à mes lecteurs, à mes lectrices, d'avoir à la fois du plaisir et de la découverte de lieux très lointains. Alors des lieux que je voudrais être rares, donc je les emmène par exemple sur la Côte d'Azur, mais pas seulement sur la Côte d'Azur, je les emmène à l'intérieur et dans les caves de l'antre d'un mafieux venu de l'Est, par exemple. Et là j'ai beaucoup de plaisir à décrire les caves, les salles de cinéma ou les bureaux tels qu'ils existent dans la réalité. Même chose à l'Est du Congo. Plusieurs personnes peuvent dire je connais Bukavu, je suis passé par Bukavu. Moi j'ai un plaisir à amener les gens dans la jungle, dans des mines d'or qui ne sont pas autorisées, à les partager le vécu, la réalité de cette Afrique au bout du bout, si vous voulez. C'est ça ma promesse aux lecteurs, lectrices, c'est de les emmener au bout du bout, à un endroit où, avec nos petites jambes, normalement on ne parvient pas à arriver, mais parce que j'ai mes archives d'une autre vie, mes archives de journaliste, je pense que je peux emmener les gens là-bas. L'or, vous l'avez cité, les gros enjeux pour les sociétés, les gens qui voudraient s'accaparer des territoires, et puis ce qui choque, c'est cet esclavage, le manque de considération pour les enfants. Finalement, ça n'a rien changé. L'esclavage, il est toujours là des siècles après. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Ça m'a beaucoup marqué dès le début des années 90. C'est le fait d'abord que l'Afrique se pille elle-même. Ça, c'est une réalité qu'on lit, qu'on voit trop souvent. Donc j'avais envie de m'en emparer dans ce roman. Les Africains pillent les Africains. Et c'est un véritable drame interne à l'Afrique. Ça ne nous enlève aucune responsabilité, évidemment, mais ça complique de beaucoup la vision que l'on doit avoir de l'Afrique. L'autre chose, c'est
ce pillage des ressources naturelles dont on parle souvent, parce qu'on sait que c'est cela qui alimente nos GSM, notre électronique, notre vie sophistiquée de tous les jours, mais c'est aussi le pillage des enfants. Et dès les années 90, on a vu des groupes d'enfants partir de l'est du Congo, du Burundi, pour remonter massivement et de manière frauduleuse vers la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, les Pays-Bas, pour ne citer que ce groupe de pays-là qui posait problème. C'est quelque chose que j'ai traité en tant que journaliste il y a plus de 25 ans. Et puis, je pense que pour pouvoir s'en emparer en tant que romancier, il faut pouvoir faire du compost, il faut laisser reposer, il faut laisser cette matière quitter l'écume de l'actualité quotidienne. Et malheureusement, et c'est pour ça que je me suis décidé vers 2016 à en faire un roman, malheureusement, je me suis rendu compte que tous les 2 ans, tous les 3 ans, un nouveau scandale vient dans l'actualité qui est lié grosso modo aux mêmes structures, au même trafic. Rien n'a changé. On ne parvient pas à s'enlever de la tête que des enfants en Afrique, privés de leurs parents ou soi-disant privés de leurs parents, ont une vie à mener en Afrique, doivent certainement être aidés, mais les adopter, comme nous le faisons de manière parfois massive et indélicate, n'est peut-être pas la seule solution. Il me semblait qu'il y avait là des enjeux à nouveau romanesques, intéressants. Il y a des dilemmes qui sont liés à la maternité, la paternité, au conflit au Congo, à la manière dont le conflit à l'heure de ma filiation, de qui suis-je le père, de qui suis-je la mère, à quelle tribu est-ce que j'appartiens, qui est mon frère, j'ai trouvé que cela était une manière extrêmement intéressante d'expliquer les fils des dégâts, les fils de l'inhumanité, si vous voulez, à l'est du Congo. Et puis, au milieu de tout cela, il y a 2 journalistes, Hugo et Lara, qui se rencontrent, qui ne vivent que pour leur métier, mais qui ont eu quand même une forme de solidarité. Une forme de solidarité parce qu'ils ont un passé. Ils ont un passé commun. Donc, je ne spoile rien en dévoilant, ça fait partie de la présentation des personnages assez rapidement dans ce roman. Non seulement ils sont embrigadés dans une grande enquête internationale qui va les captiver, et ça, ce sera le fil du livre, mais surtout, ce sont des adultes qui commencent à se rendre compte que la nouvelle génération est en train de leur courir au talon. Donc, nous ne sommes plus les jeunes, nous sommes les vieux en devenir, ou quelque chose comme cela. Nous sommes en train d'entrer dans l'âge des adultes bien faits. C'est le premier constat. Le second constat, c'est qu'ils ont eu une vie de journalistes classiques. Ils ont pratiqué tous deux la correspondance de guerre. Ils ont découvert la souffrance des gens sur le terrain. Et ils se retrouvent dans un nouveau monde, dans un monde d'investigation dématérialisé, qui est celui du XXIe siècle. Et ils se posent tous les deux la même double question, qui est: comment restitue-t-on aujourd'hui, comment parvient-on à transmettre les informations sur la douleur du monde dans un monde qui est de plus en plus dématérialisé? Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir aux fondamentaux, au journalisme de terrain, au grand reportage? Et la deuxième question qui est inhérente à cette première question est de se dire, mais moi, journaliste adulte, où est-ce que je mène ma vie? Où est-ce que je mène ma barque? Et face à ces trafics d'enfants, ok, ce sont des enfants trafiqués, je ne devrais pas en adopter, mais moi-même, où en suis-je au niveau de ma paternité, de ma maternité, qui est mon devenir de journaliste? C'est un hommage aux journalistes de terrain que vous avez voulu nous faire passer, nous montrer sous cette histoire. Il y a quelque chose de fraternel entre vous tous. On se reconnaît quand on est un journaliste de cet ordre-là? Il y a vraiment quelque chose de très profond, de très fort. J'ai découvert dans le journalisme d'investigation des amis.
Parce qu'il y a une masse de travail conséquente, parce qu'il y a des dangers extrêmement présents, parce qu'il y a une clandestinité qui est aussi extrêmement intéressante pour essayer de nouer des liens et de vivre dans des relations de confiance. C'est cela la dimension romanesque que j'avais découvert dans ce monde d'investigation du XXIe siècle tel que les journalistes le vivent, et j'avais envie de le restituer. Il y a Quand vous participez à une enquête comme les Panama Papers, on ne se rend pas bien compte, à un moment où on lit dans les détails d'enquête, que nous sommes 450 journalistes. Évidemment, nous ne nous connaissons pas tous les 450, mais est-ce qu'on imagine que dans cette masse de journalistes, un petit journaliste individuel comme moi en Belgique, je suis obligé évidemment de travailler avec une dizaine de journalistes belges d'abord que je vais coordonner, et puis je travaille certainement avec une cinquantaine de journalistes du monde entier qui sont, disons, les répondants, les personnes dans lesquelles j'ai une confiance absolue, le premier cercle de collaborateurs. Et vous avez là tout un monde qui s'ouvre à vous, avec des amitiés qui se développent avec des Russes, avec des Bulgares, des Roumains, avec des Malgaches, avec des Marocains, avec des Congolais, avec des Portugais. Vous avez là un autre monde, une autre réalité qui est extrêmement réconfortante parce que vous voyez dans ces groupes de journalistes que finalement nous sommes nombreux à souhaiter nous battre pour un monde meilleur. Ce sont des idéalistes. Et la force de ce roman, c'est en tout cas ce que j'ai voulu laisser paraître, c'est que les idéalistes peuvent très bien se retrouver confrontés à des murs, peuvent très bien se casser les dents sur des méchants. Il n'est pas acquis qu'en tant que journaliste, dans la vie réelle, et c'est la même chose dans ce roman, les choses se terminent bien. Il n'est pas acquis que le méchant soit puni, il n'est pas acquis que le gentil ait gain de cause. Je pense que tout ça, c'était intéressant, et tout cela, c'était une matière, évidemment, extrêmement intéressante, en termes cette fois de suspense. Parce que quand on pense que les choses sont atteintes, quand on pense qu'on a atteint ses objectifs, le problème est encore de savoir est-ce que la question était bien posée? Est-ce qu'on n'est pas passé à côté d'un défi essentiel?